Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue en Alsace, bienvenue sur Alsace 20, une heure d'actualité 100% régionale. Et Vincent Leport et Christian Lutzig seront nos invités. Ils préparent actuellement la fête des peuples. Ça sera ce dimanche à la Méno. Lui, il défend le loup en Alsace et Thomas Pfeiffer, porteur d'un projet de traduction d'une bande dessinée ainsi que de la Maison du Loup en Alsace. Valérie Zago nous raconte les terroirs. On partira notamment au domaine Kessler. Et en fin d'émission, le magazine de La Cibar, on va parler de combustibles alternatifs et durables. Vous les voyez, ce sont les granulés de bois pour se chauffer. Sans oublier Mathieu Chanvillard tous les jeudis et son billet d'humeur. Avant cela, c'est l'actualité. Anna Britz. Bonsoir à tous. Et à la une de ce JT, maternité aurinoise en danger. Après celle de Thann, c'est désormais la maternité d'Altkirch qui est menacée de fermeture. À Strasbourg, le château Vaudou accueille depuis 5 ans les visiteurs. Une nouvelle exposition et un nouvel itinéraire sont à découvrir dès aujourd'hui. Et puis un peu de légèreté dans cette grisaille, on vous emmènera tester un bar à jeux ouvert depuis quelques semaines. Cette nouvelle adresse strasbourgeoise ne désemplit pas. Après la maternité de Thann, c'est donc celle d'Altkirch qui est aujourd'hui menacée de fermeture. Un autre service de l'hôpital Saint-Maurent pourrait disparaître, les urgences. Dans le Sungo, la mobilisation est totale. Marine Zis. Wir war froh, wenn unser Kind kennt auf Alkirch auf Valku. C'est sur ces mots que débute la vidéo réalisée par un cinéaste orinois. Mis en ligne il y a quelques jours, le petit film met en avant une maman et une future maman du Sungo attachée à la maternité d'Altkirch. Comme j'habite dans le Sungo, ça a toujours été une évidence pour moi que j'allais mettre au monde mon enfant à Altkirch. C'est une petite maternité, elle est conviviale. Les gens qui y travaillent sont très sérieux. J'en ai fait l'expérience en janvier dernier où j'ai été admis en urgence. On m'a même sauvé la vie, entre guillemets, puisque j'étais en train de faire un épanchement. Et donc, si j'aurais dû aller sur Mulhouse, avec le trafic et tout, j'y serais jamais arrivée. Sur les réseaux sociaux, les habitants et le personnel de santé se mobilisent. À leur côté, certains élus. Parmi eux, Nicolas Gender, le maire d'Altkirch. On nous dit que Altkirch est situé à 30 minutes de l'hôpital de Mulhouse, mais on oublie parallèlement qu'il y a tout un bassin de vie de 70 000 habitants, 110 communes, et certaines d'entre elles, je pense notamment à Volschüler, à Courtavon, à Levoncourt, sont situées à plus d'1 heure et demie de Mulhouse. Et donc il est important, il y a une devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. L'égalité, c'est aussi avoir les mêmes chances de survie quand il vous arrive un accident. Eh bien, ça n'est pas le cas pour les gens qui habitent à 1h30 de Mulhouse. Et il faut à tout prix que l'Agence régionale de santé tienne compte de ces particularités de notre milieu rural. La décision de fermeture devrait être prise fin mars. Le maire d'Altkirch souhaite vivement que cette échéance soit repoussée. Cela permettrait de réfléchir avec les acteurs concernés aux alternatives possibles. En bref, dans le reste de l'actualité, des tags racistes, homophobes et antisémites ont été une nouvelle fois découverts en Alsace ce matin. Après plusieurs mairies et celles des fêtes ces derniers mois dans le nord de l'Alsace, c'est cette fois-ci la permanence du député En Marche Bruno Studer qui a été visée. Le député a porté plainte auprès de la police. Météo France a placé le département du Haut-Rhin en vigilance jaune neige-verglas. Si la neige a fait son retour, elle n'est pas encore stabilisée dans le massif vosgien. Et puis, un préavis de grève dans l'enseignement a été déposé pour mardi 15 janvier à Strasbourg. La raison, le maintien de la semaine de cours de 4 jours et demi dans la ville. Et première conséquence, les cantines scolaires de Strasbourg seront toutes fermées mardi prochain et aucun repas ne sera facturé. C'est un bâtiment pas comme les autres qui abrite une collection unique. Depuis 5 ans, le château d'eau situé à proximité de la gare de Strasbourg est devenu château Vaudou. Le musée abrite plus d'1 millier d'objets d'art vaudou d'Afrique de l'Ouest et il a accueilli plus de 27 000 visiteurs depuis son ouverture. Il inaugure aujourd'hui un nouvel itinéraire et une nouvelle exposition consacrée aux couleurs. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir le lieu, Fanny Kuntz.
Loin de l'image sombre que l'on peut se faire de l'art vaudou, le nouvel itinéraire d'exposition proposé par le Château Vaudou se veut coloré. Couleur vaudou, c'est son nom, le parcours ouvre ses portes ce soir et permet à des objets sortis des réserves d'être dévoilés. Une façon de voir ou revoir la collection composée d'objets de culte africains. L'idée de ce parcours thématique sur la couleur dans le Château Vaudou, c'était vraiment déjà de sortir à peu près une 60aine d'objets des réserves pour les faire découvrir, et puis également de montrer une nouvelle image des objets qui sont dans la collection permanente, que les visiteurs ont déjà vus, et d'en apprendre un peu plus sur une thématique, donc sur la couleur. Parmi les objets insolites du musée, un vaudou spécialement créé en 2012 par un prêtre togolais. Il protège la collection du musée et est le seul objet éveillé de la collection. Très coloré, il ouvre le cheminement du nouveau parcours couleur du musée où la symbolique des teintes et de la matière sont au rendez-vous. On a sélectionné des objets où il y a de la peinture, parce que quand on pense à la couleur, on pense tout d'abord à de la peinture. Puis ensuite, on a voulu montrer qu'il n'y avait pas que la peinture, il y avait également le tissu, les pigments qui sont très importants, des éléments de la vie de tous les jours qui sont rajoutés sur les objets pour les faire fonctionner, pour leur donner des significations particulières. Et puis, il y a tout ce côté sacrifice. Pour chaque fétiche vaudou, il y a un sacrifice d'animaux. Ça va apporter du noir sur les objets. Il va y avoir également de la terre, de l'alcool qui va permettre de modifier la couleur de ces objets. Et puis, la nourriture. En 2019, la programmation culturelle et scientifique du musée fera également appel au sens de ses visiteurs. La vue avec le parcours des teintes, le toucher avec la création de fétiches ou encore l'odorat par la découverte des plantes de la culture vaudou. Tout un programme qui commence dès à présent. Pour le premier semestre 2019, on a prévu de nombreux événements, notamment l'ouverture du parcours couleur, mais on va participer aussi à Strasbourg Mon Amour, donc avec des visites en duo. Et pour la première fois, on lance une visite avec par deux les yeux bandés. Donc une personne sur les deux aura les yeux bandés et le meneur devra décrire à l'autre en chuchotant ce qu'il voit. Et on va participer à l'Afrique Festival avec d'autres partenaires, le Point d'eau, le Préau, l'Iliade. Donc eux, ils vont accueillir des artistes africains sur scène et nous, on va conduire des visites guidées au travers du musée pour baigner donc dans l'Afrique et sa terre rouge. L'an passé, 8400 visiteurs ont poussé la porte du château pour s'imprégner de la culture vaudou. Le nouveau parcours couleur vaudou devrait permettre aux visiteurs d'en voir de toutes les couleurs. Les grands enfants ont désormais un nouveau terrain de jeu à Strasbourg, ou un bar à jeux plutôt. Ce concept pas banal a ouvert il y a quelques semaines et il propose aux clients de boire un verre en s'amusant. Cécile Motz l'a testé pour vous. Derrière ses cartes, dans un coin du bar, ce jeune homme n'est pas puni, mais joue le rôle du fantôme. Son objectif, aider ses coéquipiers à retrouver l'assassin. Je me suis fait tuer et en fait on essaie de trouver le meurtrier. Du coup on a le lieu, le meurtrier et l'arme du crime à trouver. Et du coup moi en fait j'essaie de les aider en donnant des cartes et en essayant de faire deviner. Ce groupe d'amis joue au Mysterium, une sorte de Cluedo qu'ils sont venus tester dans un bar strasbourgeois pas tout à fait comme les autres. Entre collègues ou entre amis, jeu de stratégie ou jeu d'adresse, la bonne humeur est au rendez-vous, mais avant de se lancer, il faut tout d'abord choisir son jeu de société. Dixit, Uno ou jeu de cartes, ce bar propose 500 univers différents aux adeptes ou aux curieux. Il y a un côté vraiment convivial. On fait aussi des soirées jeux vidéo, mais on est un peu tous face à l'écran. Et en plus, je gagne à Mario Kart tout le temps. Et moi, je fais du coup. Oui. Et du coup, jeu de société, c'est sympa parce qu'il y a un peu d'aléatoire, il y a un peu de tout, puis on peut varier aussi régulièrement. J'étais pas très jeu de société, mais c'est vraiment grâce à ici que je deviens curieux en fait et j'essaie de voir quels jeux peuvent m'intéresser, quel type de jeu où je suis fort ou bien que ça m'intéresse pas, etc. Ça change un peu des autres bars où on fait un peu que boire. Bon, on peut discuter, mais ici, du coup, ça nous fait une activité
une activité sympa pour rigoler, s'amuser. Il y en a plein que je connais pas, donc c'est bien de pouvoir les essayer, de pouvoir en essayer plein sans forcément les acheter ou les louer. À l'origine, 3 Toulousains, après un coup de cœur, le concept s'exporte de la Ville Rose jusqu'à Strasbourg. Ludivine est aux commandes du bar ouvert il y a 3 semaines. Contrairement aux jeux vidéo, avec les jeux de société, on discute autour de la table. Les gens découvrent des nouveaux jeux qu'ils vont ensuite acheter. Enfin, là, avant Noël, il y a des gens qui sont venus tester des jeux et qui ensuite les ont achetés pour Noël. Ouais. Puis ça permet de faire vraiment un apéro dans un bar, mais un peu comme à la maison, mais en même temps avec le service du bar. Les jeux sont prêtés le temps d'une soirée, la gérante est là pour conseiller. Elle peut aussi dire quel jeu marche le mieux. Genre tout ce qui est limite, blanc manger coco, ça marche vraiment bien. Après dans les gros jeux, celui qui fonctionne le mieux, Dixit fonctionne très bien. C'est pas vraiment un gros jeu, mais en jeu de plateau, Dixit fonctionne très bien. Et après on a un petit peu les Madeleines de Proust qui sont sorties tous les soirs, les Monopoly est sorti tous les soirs, la Bonne Paye aussi. Les gens sont quand même contents de retrouver les jeux qu'ils ont chez papa, maman. Soirée quiz, blind test ou humour noir, l'objectif est de faire découvrir les dernières nouveautés. Tester ses aptitudes de bluffeur ou développer sa stratégie. De nouveaux jeux pourront bientôt faire leur apparition au bar strasbourgeois. Et on prend la direction de Paris à présent pour découvrir un concept innovant. Le principe, concevoir soi-même sa future cuisine à l'ère d'outils numériques. C'est du Made in Alsace et la marque vient d'être présentée à Paris, Nora Bouriois. Ici, c'est le client qui est aux manettes. À l'aide de cette e-machine, chacun peut créer sa cuisine en visualisant de façon instantanée l'agencement de la pièce et le prix de chaque élément. Derrière cette innovation se trouve un cuisiniste alsacien. C'est-à-dire qu'on définit sa pièce, qu'elle soit rectangulaire, carrée, avec des pans obliques ou autres. Peu importe, on la dessine parce qu'on a toute la technologie derrière. Et après, par des bases de tampons, je tamponne et je pousse les meubles vers les murs qui vont se passer automatiquement. Une cuisine digne de ce nom de cuisine qu'on a l'habitude de faire, nous professionnels de la cuisine, en entrée de gamme professionnelle avec une qualité allemande. Emoji est une franchise lancée par le groupe européen Der Kreis qui depuis 40 ans se positionne comme le spécialiste indépendant de la cuisine. Avec cette nouvelle marque, sa cœur de cible sont les jeunes. Avec de simples moyens, le client devient en quelque sorte son propre vendeur. Un professionnel aura donc moins de tâches à faire, mais reste tout de même à sa disposition pour tout organiser. Le client pourra véritablement jouer avec la machine pour imaginer sa propre cuisine. C'est vraiment notre idée de départ pour Emoji. En accord avec leur cœur de cible, les futurs magasins s'installeront au centre-ville et non en zone d'activité. Le premier ouvrira en avril à Strasbourg et d'autres ouvertures sont prévues même à l'étranger. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et place à l'image du jour, Oliviane. Le navet du jour est pour les bouchers d'Alsace qui refusent d'afficher la promotion des légumes d'Alsace car Delphine Vespizer est une végétarienne militante. Eh bien moi je vais défendre notre chroniqueuse. Elle est certes végétarienne mais ne cherche absolument pas à imposer ses vues, comme le prouve d'ailleurs le récent repas de fin d'année de la chaîne autour d'une paella. Et si ça continue, je vais lancer une cagnotte sur internet pour me permettre d'aller manger une côte de bœuf dorée à leur faim avec Delphine. Elle mangera l'or et moi la côte de bœuf. Voilà la provocation d'Oliviane et cette paella a été formidable avec toute l'équipe d'Alsace 20. Merci beaucoup Anna pour ce JT. On accueille le plateau du soir. Mathieu Chanvillard nous rejoint, Valérie Zago pour les terroirs, Vincent Leport avec nous, Christian Lutzik pour la fête des peuples dimanche à la Méno et on ne le présente plus, Thomas Pfeiffer, porteur de différents projets autour du loup, notamment la Maison du Loup et cette BD là qu'il aimerait voir en alsacien. Tout ça on en parle juste après la météo. Des châteaux de la Loire au delta du Mékong, idées week-end ou voyage au long cours, vos vacances au fil de l'eau partout dans le monde avec Croisière Europe.
Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre bulletin météo du vendredi 11 janvier. Oui, c'est bientôt le week-end, mais c'est un temps pas très favorable à la bronzette qui nous attend. Regardez plutôt de la neige prévue sur le nord du Bas-Rhin ainsi que sur le nord de la région du Bade-Wurtemberg. Pour le reste du territoire, ce sera beaucoup de nuages en perspective. Les températures, quant à elles, restent fraîches. En ce vendredi matin, regardez, moins 2 degrés du côté de Saverne ou encore de Wissembourg, moins 3 degrés pour Strasbourg, moins 4 pour l'ensemble du Haut-Rhin ainsi que pour le nord de la Suisse. Vendredi après-midi, pas de jaloux, de la neige pour tous, de la neige pour l'Alsace et pour la région du Bade-Wurtemberg. Seule la Suisse sera épargnée par la neige, mais toujours avec pas mal de nuages de prévus. Vendredi après-midi, les températures, bien sûr, restent fraîches, mais pas négatives, sauf dans le sud de la région du Bade-Wurtemberg avec moins 1 degré du côté de Fribourg ou encore de l'Aurac, 1 degré pour Saverne, 0 degré pour Wissembourg et Strasbourg, 1 petit degré également pour Colmar et Mulhouse. Voici tout de suite vos prévisions de samedi. Maintenant, et toujours pas de soleil en perspective pour ce week-end. De la pluie prévue sur le Bas-Rhin et beaucoup de nuages pour le reste du territoire transfrontalier. Une maximale de 7 degrés pour l'Alsace, 5 pour le nord de la Suisse et entre 4 et 6 degrés pour la région du Bade-Wurtemberg. Vendredi 11 janvier, nous fêterons les Paulins. Le soleil se lèvera à 8h18 pour se recoucher à 16h55 et on gagne encore 2 minutes de soleil. Voilà la bonne nouvelle. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent moment sur Alsace 20 et je vous dis à très vite. Salut! Vos vacances au fil de l'eau avec CroisiEurope. Croisière fluviale et maritime au départ d'Alsace et jusqu'au bout du monde. Et 2 invités pour ouvrir cette édition avec une belle initiative. Il s'agit de la fête des peuples qui va se dérouler ce dimanche à la Méno. Vincent Leport, bonsoir. Bonsoir. Christian Lutzing, comment allez-vous? Bonsoir, très bien, merci. C'est un danseur, attention. Ancien danseur. Ancien danseur. Recyclé dans la musique maintenant. Voilà, c'est ce qu'on va se dire. Dimanche 13 janvier, il y aura à quelques centaines de mètres de nos locaux d'Alsace 20, la fête des peuples de la Méno, associations, écoles, habitants, y participent sous le signe des pays de l'Est cette année, Vincent. Voilà, c'est le thème qu'on a choisi après avoir travaillé sur l'Indonésie il y a 2 ans et sur l'Afrique l'année dernière. Cette année, on a rassemblé des femmes et des hommes, surtout des femmes, qui sont originaires de pays d'Europe de l'Est. Et c'est souvent d'ailleurs des femmes qui sont en Alsace depuis pas très longtemps, depuis 3 ans, 5 ans, 6 ans, et qu'on a connues par l'intermédiaire de cours de français langue étrangère. Et alors ces femmes-là, elles ont accepté cette idée de montrer leur culture, de chanter, de danser et même de faire de la musique pour certains. Et donc le thème qu'on a choisi, c'est vers une Europe accueillante et fraternelle. Exactement, avec notamment l'ensemble ukrainien, les Rousmarins. Alors on a quelques images, c'est peut-être pas votre ensemble à vous, c'est pour vous faire une idée, regardez ce que ça donne cet ensemble musical. Alors on laisse évidemment les images et la musique, puisque Christian Lutzig vient de s'écrier « C'est notre groupe ». C'est notre groupe. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir en gros ce dimanche, avec un peu moins de danseuses. Avec un peu moins de danseurs, car comme la relève du jeune ne se fait plus comme elle devrait, donc on s'est vraiment recyclé en orchestre et en chorale. On a un chœur maintenant de 12 choristes. Et donc c'est surtout des concerts avec 2-3 tableaux dansants quand même encore. Qu'est-ce que ça veut dire Rousmarin? Rousmarin, parce qu'en tapant ça sur Internet, j'arrivais sur des marins ukrainiens, des sous-marins. C'était un peu le hasard, c'est que dans le temps, quand notre groupe en 66 a été créé, il n'y avait pas d'Ukrainiens, on ne savait pas trop comment on allait nommer le groupe. Et ils ont bandé les yeux à un ancien danseur sur des disques venant des pays de l'Est et il a tapé sur le doigt sur le mot Rousmarin, ce qui veut dire romarin mais en roumain. Donc, rien à voir avec l'Ukraine. Et vous, ancien danseur, vous faisiez des danses cosaques? On faisait des danses cosaques, des danses ukrainiennes. Oui. Voilà. Et on verra encore quelques danses cosaques ce dimanche? Il y aura un petit peu 2-3 tableaux dansants, oui. Prenez un bon Doliprane et vous arriverez à plier les mais pas pour moi, c'est plus moi. Alors je tiens à préciser que le spectacle phare de la fête des peuples ce dimanche sera une présentation de plusieurs pays en musique et en danse. Et participeront à ce spectacle phare, les Rousmarins, mais aussi une douzaine de femmes et d'hommes du quartier, dont j'ai parlé tout à l'heure, et également une quarantaine d'enfants qui font partie des classes à horaires aménagés chant choral des écoles de la Méno. Ça va être beau. Voilà, sous la houlette de leur enseignante Margot.
La Méno, tout le monde connaît de nom parce que c'est le quartier de Strasbourg, il y a le stade du Racing, c'est aussi un quartier d'habitat collectif assez ancien, où justement on retrouve des populations d'un petit peu partout. Oui. Mettre à l'honneur en avant les pays d'Europe de l'Est, c'est quoi? C'est aussi coller à l'immigration la plus récente, à continuer de créer des passerelles. Il y a effectivement une immigration assez récente à la Méno et dans d'autres quartiers. De quel pays du coup d'Europe de l'Est? Alors il y a la Géorgie, il y a l'Arménie, il y a l'Azerbaïdjan, il y a même une femme du Kazakhstan qui participera au spectacle. La Bulgarie. Il y a un point commun entre tous ces pays, entre toutes ces cultures. Géographiquement, c'est immense. On a constaté que le point commun, c'est la musique, et c'est aussi la langue russe. Ouais. Mais ils ont chacun leur langue. Leur pays d'origine a une langue qui se développe maintenant, depuis que c'est séparé de la Russie. Mais entre eux, à la Méno, souvent, on les surprend à parler le russe parce que c'est le moyen pour eux de bien se parler entre eux en fait. Voilà. Alors il y a ces tableaux que vous voyez, on va vous les montrer. Travail qui a été réalisé à l'occasion de Vincent de cette journée des peuples. Comment s'est passé ce travail? Voilà, alors chaque année on trouve un moyen pour faire participer des habitants à la décoration. Et alors on a choisi des illustrations, soit des dessins géométriques, soit des paysages, soit des objets ou des animaux ou des instruments de musique qui représentent ces pays d'Europe de l'Est. Et on en a fait des tableaux de 40 cm sur 60 cm qui maintenant vont tapisser le mur de la salle des fêtes Saint-Vincent-de-Paul. Voilà, ça c'est pour les dessins. Chaque année, il y a aussi un petit peu de cuisine. Parfois, oui, bien sûr. Par les mamas. Hein. Alors, c'était des mamas parfois africaines, du Maghreb. Ah, mais il fallait absolument qu'on en parle, puisque la première partie de la fête des peuples, ça démarre à 11h15. La première partie, c'est le repas de 11h15 à 14h. C'est ce qu'on aime bien en général. Voilà, donc à la fête des peuples, cette année, vous pourrez choisir entre 7 plats d'origines différentes. Il y aura un groupe de Tchétchènes qui tiendra un stand. Il y aura une association de femmes turques qui tiendra un stand. Il y aura aussi l'Espagne, l'île Maurice, l'association des femmes congolaises de Strasbourg. Et là, on est effectivement dans ce que vous souhaitez, c'est la fête des peuples. C'est toutes les cultures qui s'imbriquent, qui se mélangent, qui se rencontrent, qui se découvrent. Qui se rencontrent et puis qui s'exposent pour se faire connaître à toute la population. Alors on va se remettre juste avant de terminer cette interview un tout petit peu de musique. Il faut faire plaisir à Christian et Lucie. Ah non, mais ça c'est formidable. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette assoce? Moi j'y suis depuis 1971. D'accord. J'en suis le président depuis 2000 maintenant. Voilà, combien de personnes seront sur scène? Là on sera à peu près une vingtaine. Ah quand même. À peu près, alors qu'à l'époque on était plus de 50. Donc vous êtes arrivé quand même à fédérer des gens qui ont cette culture il y a aussi beaucoup d'anciens danseurs qui ne pouvant plus danser, ils ont rejoint la chorale quoi. Et puis voilà, donc et on réussit quand même encore à fédérer 20 à 25 personnes en tout. Voilà. Et voir peut-être, grâce à la fête des peuples, j'ai déjà des attaches pour une violoniste, pour éventuellement un couple de danseurs supplémentaires. Pas mal. Voilà. Voilà, c'est cette fête des peuples chaque année sur Alsace 20. On est des fidèles, Vincent Leport. Hein. Oui, merci bien. Voilà. Et on en parle chaque année. Oui. Si on a quelques images de la Méno, je voudrais bien qu'on montre encore ce quartier pour voir réellement où il se situe. Voilà, ça se passe là. C'est toutes ces personnes-là qui viennent dans cette fête des peuples. Ça se passera où, Vincent Leport, cette fête des peuples? Alors, dans la salle des fêtes de l'église Saint-Vincent-de-Paul. Alors, l'église Saint-Vincent-de-Paul, c'est sur la place de l'Île-de-France, c'est au cœur du quartier de la Canardière, qui est un grand ensemble construit dans les années 60. Et il est en pleine rénovation. Ouvert à tous pour La fête est ouverte à tous. Ouais. Le repas est à 3,50 €. Par contre, la fête est gratuite. Voilà, le spectacle est gratuit. Sympa, hein? Ouais, j'ai grandi, moi, à la Méno, la Canardière, je joue au Racing Club. Ah, c'est bien, pareil. J'étais au collège, je faisais Marnésia, c'est mon quartier. Et ben voilà, vous savez où vous passerez votre dimanche après-midi. Ah bah oui, avec plaisir. Vous restez avec nous car l'heure est grave. C'est le jeudi et le jeudi, c'est l'humeur du jour de Mathieu Chanvillard. Ça y est, mes amis, c'est le moment, c'est arrivé, c'est le moment où la lumière déchire la grisaille, le moment où le bonheur universel s'ouvre à nous. Ça y est, enfin, ce sont les soldes. Tout va bien, ça va beaucoup mieux. Mais oui, les soldes vont sauver le monde, les soldes vont sauver la France, les soldes vont sauver le commerce, la planète, Yann Moix et le rhinocéros blanc. On ne sait pas toujours s'il faut être content de payer un peu moins cher pendant un mois ou fâché de payer beaucoup plus cher pendant les 11 autres mois. Mais posez-vous la question, on ne sait jamais.
Tout le monde adore les soldes, sauf mon banquier et les gilets jaunes. Enfin, les gilets jaunes, s'il y a juste un truc qu'ils aiment bien, c'est que c'est le moment d'acheter un nouveau gilet jaune, justement, pour beaucoup moins cher. Regardez cette promo que je vous ai trouvée, 2,90 au lieu de 9,90. 70% de réduction, mesdames, messieurs, sur le gilet jaune. Qui dit mieux Qui dit mieux? Non, c'est pas mal. En fait, non, les gilets jaunes n'aiment pas les soldes en général parce que, eux, ils pensent que c'est un odieux complot du gouvernement pour parler d'autre chose et pour détourner l'attention des citoyens sur leurs revendications, leurs manifestations qui s'annoncent et tout ça. D'ailleurs, la neige aussi, c'est un complot ourdi par Emmanuel Macron pour, détourner l'attention des gens des manifestations à venir de samedi prochain. Et la défaite du PSG contre Guingamp hier soir, pareil, complot. Qui peut imaginer que Guingamp qui gagne au Parc des Princes contre le PSG? Improbable, impossible. Non, en même temps, la victoire de Guingamp, c'était impossible. Encore un alibi scandaleux, complot, complice le Paris Saint-Germain, complice les Qataris. En même temps, je m'emballe un petit peu, mais moi, je serais gilet jaune, je la revendiquerai, la victoire des Guingampais à Paris. C'est tout un symbole. En même temps, Guingamp, sous-préfecture des Côtes-d'Armor, 6900 habitants. Si ça, c'est pas un symbole de la France profonde qui vient faire la nique à la capitale, non, il y a de ça, complètement. Par rapport aux stars du PSG, au Qatar, à l'argent, si ça, c'est pas faire la nique à la capitale, c'est pas mal joué. En même temps, je ne sais pas si on peut en faire vraiment un symbole. Les footballeurs de Guingamp, ils n'ont pas vraiment des gueules de Gavroche. Ils gagnent tous entre le double et le triple du salaire de Chantal Joanneau. Sur l'échelle de la solidarité et du symbole, on n'y est quand même pas tout à fait. On a vu mieux. Mais c'est pas grave. Tous les espoirs sont encore permis pour les Gilets jaunes. La suite de leur mouvement devrait continuer de fédérer et de faire école. Regardez cette image que j'ai prise pour vous mardi matin à Ilkirch. Qui a fait le tour du buzz. Les poubelles jaunes sont solidaires. Le mouvement des poubelles jaunes est lancé. Là aussi, blocage des automobilistes. Et c'est pas fini. Ce matin, dans ma rue, et sans trucage, et je dis suis pour rien, je vous le jure, les poubelles bleues aussi ont joué le jeu et rejoignent la lutte. Et c'était pas gagné, parce qu'entre les poubelles jaunes et les poubelles bleues, c'est pas une longue histoire d'amour. On a beau être parfois ensemble dans le même local poubelle. Non, il y a des vraies rivalités. Lendl-Macadro à côté, Orin, Barin, CGT, CFDT, rien à voir. Non, c'était pas gagné. Je jure sur France Football que je n'ai pas truqué ces photos, que ce sont des vraies photos que j'ai prises moi-même. Et puis allez, comme c'est les soldes, je vous fais un petit geste commercial, je vous rajoute 20% de chroniques en plus aujourd'hui. Ah, on n'a pas le temps là. Oui, alors c'est comme les soldes, il y a toujours... Dans les soldes, il y a toujours un truc. J'ai pas dit une arnaque, je dis qu'il y a un truc. L'émission fait toujours la même durée, ça on n'y peut rien changer. Donc si moi je vous fais une chronique un peu plus longue, ce temps sera forcément décompté sur la chroniqueuse suivante. Désolé Valérie, mais c'est pas grave. Pour la consoler, vous pouvez alimenter sa cagnotte. Oui, parce que vous savez, tout le monde a une cagnotte en ligne maintenant. Les boxeurs, les policiers, les boxeurs de policiers, les policiers boxeurs, et donc les chroniqueuses télé pour refaire leur cave à vin. Mais c'est professionnel, bien sûr. Et j'ai moi-même, justement, dans un souci d'égalité, créé une nouvelle cagnotte également pour aider Lionel à payer ses nombreuses contraventions. C'est le début d'année, c'est les soldes. Un petit geste à votre bon cœur, merci. J'ai pris de bonnes résolutions, t'es un salopard. Voilà, et c'est vrai en fait. Est-ce qu'on peut revoir ces deux images? Elles sont exceptionnelles, que j'ai découvert sur ton Facebook, des gilets jaunes, voilà. Des gilets jaunes, des poubelles jaunes qui bloquent une voiture. C'était quand même bien. Et les bleus, voilà. C'est la convergence des luttes. Exactement. On va libérer dans un petit instant nos deux invités, Vincent Leport et Christian Lutzik. Donnez-moi à chacun une bonne raison de venir à la Fête des Peuples, Christian. Pour l'amitié, pour l'accueil et pour la fraternité. Vincent. Partager un bon repas en musique. Voilà, dès qu'il parle de bouffe, ça marche à tous les coups. Ça va se passer cette belle Fête des Peuples ce dimanche à la Méno. À suivre, on va accueillir à votre place Michel Siat. On parlera des combustibles alternatifs et durables, autrement dit ce qu'on appelle les pelés, ces petits granulés de bois. Bougez pas. Et il y aura également Moussa Naïd Chaban. On retrouvera amputé de 20%, vous avez bien compris Valérie Zago, votre chronique. Et on gardera strictement le même temps pour vous, Thomas Pfeiffer. Ce ne sont pas mes chouchous. Non, du tout. Voilà, tout ça, c'est après la pub. Retour sur le plateau de 24 heures en Alsace, Valérie Zago se lâche. On est avec Thomas Pfeiffer, ça va Thomas? Super. Alors les Alsaciens vous connaissent pour être le spécialiste du lourd en Alsace. Vous avez plusieurs projets, on va en parler, la maison du lourd en Alsace. Vous étiez venu il y a quelques mois ici. Oui. Et comme vous êtes l'auteur de ce livre jeunesse, le fabuleux voyage de Lisele et Wolfi en Alsace, eh bien vous souhaitez en faire une version dialectale et allemande. Tout à fait. L'idée, c'est de traduire ce livre qui a été écrit il y a 2 ans en français, dessiné par Christophe Carmona, de le traduire en alsacien et en allemand pour que les enfants puissent s'approprier à la fois les légendes du loup en Alsace et en même temps connaître évidemment ce retour naturel de l'animal, de ce prédateur qui est revenu sur les sentes alsaciennes depuis maintenant 2011, qui s'est installé, qui est bien en place et qui continue de circuler, de régénérer un petit peu, de biodiversifier un environnement qui en manquait cruellement. Voilà, le loup pour vous en
en Alsace, c'est une très bonne chose évidemment. Alors c'est une excellente nouvelle pour la biodiversité. C'est vrai que ça peut parfois provoquer des conflits avec l'élevage. Enfin, le loup en Alsace et dans les Vosges, c'est une empreinte écologique qui est quand même assez réduite. Donc le loup chasse plutôt des proies sauvages à plus de 90% et les proies domestiques, c'est plutôt rare. Voilà. Donc ça... Michel Siat, vous avez une grande scierie ici en Alsace. Vous avez déjà croisé le loup Pas encore, mais j'aimerais bien. Ouais, ça serait plutôt une bonne chose. Alors, vous voulez, pour cela, tout se finance aujourd'hui, on le sait bien. Alors, vous avez lancé un crowdfunding participatif sur Ulule. Voilà, un financement participatif. Alors, on va mettre l'adresse de suite, comme ça, vous pouvez le copier tranquillement. Voilà, on le voit à l'écran. Donc, on voit même la somme pour le moment qui est 529 €. Et il nous faut 3 000 €. On a déjà eu une aide de la région Grand Est de 2 500 €. Donc, il nous faut l'autre moitié. Il reste 13 jours, donc le timing est serré. Mais voilà, avec cet appel ce soir, j'espère que quelques personnes, des mécènes, des entreprises puissent être des partenaires et soutenir ce projet pour que notre langue, le dialecte alsacien qui se perd, notamment auprès des jeunes, puisse vivre à travers ces histoires et notamment les légendes du loup en Alsace qui sont très nombreuses et pas négatives du tout à l'égard de l'homme. Et ça, je crois que c'est important. Et aujourd'hui, le bilinguisme dans cette région Grand Est a tendance un petit peu à se perdre et j'espère que cette campagne de financement va peut-être réveiller aussi un peu les Alsaciens. Il faut encore 2 500 €. C'est ça, il manque 2 500 €, il reste 13 jours, donc c'est ça l'enjeu. Vous êtes allé voir des éditeurs en disant voilà, j'ai ce projet en alsacien. J'ai un éditeur, c'est monsieur Jérôme Metzinger, qui est prêt à se lancer dans l'aventure, puisque mon éditeur au départ est plutôt dans le Jura. Il faut financer un peu. Il faut financer un peu, voilà. Donc l'idée maintenant, c'est de mettre, j'allais dire, quelques dizaines, vingtaines, trentaines d'euros. Et je pense que ça peut aller très très vite, voilà, de bouche à oreille, les médias, merci Alsace 20. Et puis, j'allais dire, ce soutien de la part du public à l'égard de ces histoires qui vont faire vivre le loup, mais aussi faire vivre notre dialecte et faire vivre, j'allais dire, le retour naturel du loup dans les légendes alsaciennes, dans les écoles aussi. Et j'y tiens en tant qu'enseignant, que les enfants s'approprient cette culture et découvrent les dessins que Christophe Carmonin a fait du nord de l'Alsace jusqu'au sud, en passant de Groftal jusqu'à, j'allais dire, Orbay à la pierre du loup. Il y a de quoi découvrir avec Rosheim, la Bastiale, ici qu'à Groftal, les lieux et les légendes autour du loup. Voilà. Et donc ce chaperon rouge des temps modernes est en fait une initiation pour défendre mon autre projet qui est évidemment celui de créer une maison du loup. Et cette idée, c'est de faire venir évidemment le maximum d'enfants. Et le voilà le loup. Voilà. Il est n'est pas Christophe à partir de... du loup aussi. Enfin, la génération actuelle, elle a plus cette peur, entre guillemets, cette image négative qu'avait la génération des plus anciens, de Lionel par exemple. Exactement, mais on n'est pas si ancien que ça. Il y a eu effectivement un renversement total de l'image du loup. Du grand méchant loup, on est passé au grand gentil loup. Mes élèves n'ont qu'une envie, c'est de créer, enfin de voir ce parc se créer. Ils n'ont absolument aucune appréhension sur le loup. Ils ont vécu dans les documentaires, ils ont été dans différents parcs. Donc la peur du loup, pour eux, c'est quelque chose de totalement inconnu. Donc, il y a quelques années, vous aviez parlé sur ce plateau-là des loups qui étaient évidemment ici en Alsace ou dans les Vosges, et de petits louveteaux qui avaient été identifiés. Oui. Que sont-ils devenus? Est-ce qu'il y a une meute maintenant? Alors la meute est toujours en place, c'est-à-dire qu'on parle de meute quand il y a un couple identifié. Donc depuis 2012, le couple est identifié. 2013, il y a eu des naissances. C'était à ce moment-là que j'étais venu voir. Sans doute d'autres naissances, compliquées, parce que le loup, ça bouge beaucoup. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 3 individus sur Cornimont, Ventron, la Bresse, qui sont toujours là, qui se baladent versant alsacien, versant lorrain, donc ils sont toujours présents. Ça, c'est des loups d'origine italienne. C'est un très grand territoire. Hein, oui, c'est ça, entre 500, 600 km², tout dépend de la densité de gibier, et donc vallée de Münster, vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, etc. Et puis vous avez du loup aussi dans la plaine vosgienne, donc le loup s'adapte très bien dans la plaine aussi. Là, ça fait quelques ravages effectivement du côté des éleveurs. Et puis vous avez du loup polonais qui transite depuis l'Allemagne, notamment à Berlin. Vous avez pu voir ce reportage la semaine dernière, qui montre, qui traverse et qui rencontre ces loups italiens et les loups polonais. Une nouvelle connexion pourra se faire, et c'est l'idée de créer cette maison du loup justement en Alsace pour montrer que dans les années qui viennent, loup italien et loup polonais ne connaissent pas les frontières, et ils vont créer une nouvelle sous-espèce de loup dans notre territoire. Un mot sur cette maison du loup, elle ressemblerait à quoi dans votre esprit? Alors, deux meutes, loup italien, loup polonais, un parc éco-pédagogique autour d'objets. Voilà, c'est un parc naturel en fait. Que vous voilà, un parc naturel en semi-liberté où on part à la découverte de l'animal, un peu comme les parcs à l'esprit allemand en Bavière, le Bayerische Wald. Et l'idée, c'est d'aller découvrir cet animal, de plonger vraiment dans la gueule du loup au sens propre, et de faire découvrir différents parcours pour, j'allais dire, les maternelles jusqu'aux primaires, les collégiens, les adultes, avec des visites libres ou guidées, et d'être un support, notamment ça sera sans doute dans le Haut-Rhin, mais on en reparlera bientôt, l'idée de créer un support qui soit à la fois une découverte du loup, mais une découverte de l'environnement en soi, et qui permette aux gens de développer des pratiques écologiques à la maison également.
Voilà pour ce spécialiste du loup. Accompagnez-le, aidez-le. C'est vrai qu'on aimerait bien la lire en alsacien. Voilà pour tous les petits gamins qui sont ici dans la région. Il faut encore retrouver un petit peu de sous et c'est jusqu'au 22 janvier. C'est exact ça, et voilà, 22 janvier. Ulule est évidemment à une durée limite aussi, si je puis dire. Vous restez bien sûr avec nous Thomas, comme tous les jeudis, on parle de nos terroirs. Et alors là, ce soir, vous allez particulièrement vous régaler. Au sommaire, Grand Cru Kessler, le domaine Schlumberger, mon coup de cœur ce soir c'est un Maury et pour finir un petit objet insolite. Vous avez dit le Grand Cru Kessler, on part sur Gabwiller. Hein. Exactement, Gabwiller c'est la seule commune en Alsace où il y a 4 grands crus. Le Kessler, le Sering, le Kitterlé et le Spiegeln. Et le Kessler, lui, se retrouve au centre de ces 4 grands crus. Il forme une sorte de cuvette, d'où l'origine de son nom qui veut dire chaudron. Voilà, ce sont les images qu'on voit derrière nous, comme ça un petit peu en coteau, on dirait visiblement. Exactement. Alors, le Kessler est très pentu puisqu'il peut avoir des secteurs à plus de 45 degrés. Donc on est vraiment sur un aménagement d'un grand cru en terrasse, obligatoirement, entouré de murets de pierres sèches. Ce que l'on peut dire aussi du Kessler, c'est que c'est un grand cru qui a une double exposition est et sud-est, qui repose sur un substrat de grès vosgien. Donc c'est un sol très léger qui a une réserve hydrique très pauvre. Donc du coup, effectivement, réserve hydrique, hein. Ça veut dire qu'il y a peu d'eau en réserve. Mais par contre, la vigne, ce n'est pas un problème pour elle parce qu'on a un système racinaire sur la vigne qui va en profondeur. Donc la vigne s'adapte parfaitement à ce type de sol. Richesse incroyable, vin qui est béni. Exactement. Et donc voilà, non, je dis, vous me décrivez un terreau, voilà, qui est très terroir. Propice, un terroir qui est très propice à faire du très bon vin. Du très grand vin, effectivement. Et puis il y a surtout les grands vins ont toujours été connus sur le Kessler. Déjà au 8e siècle, les moines de l'abbaye de Murbach avaient déjà constaté la qualité des vins du Kessler. Une petite anecdote ? Alors l'anecdote, c'est que selon la légende, on aurait retrouvé un menhir au centre du Kessler, qui pourrait dire que ce lieu était riche en énergie, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les vins ? Alors les vins, les Riesling se portent à merveille sur le haut de coteau, puisqu'ils préfèrent les sols pauvres, plutôt très pentus. Donc ça donne des vins qui sont très amples, très gras, avec beaucoup de finesse malgré tout. Et le bas de coteau, on va plutôt privilégier le Gewürztraminer et le Pinot Gris, qui lui préfère les sols plus profonds, avec un peu plus d'argile. Et là, ça va donner des vins vraiment plus opulents, avec vraiment une belle structure. On parle de grands crus, quel est le domaine à nous conseiller ? Alors le domaine Schlumberger, qui est un domaine familial, qui est propriétaire de 22 hectares sur les 29 que compte le Grand Cru, c'est des vins remarquables. On a rencontré Thomas Schlumberger. On regarde. On a la chance dans le Kessler, à son centre de ce vallon, d'avoir un menhir donc qui avait la particularité de capter les énergies positives. Et donc c'est un lieu particulier et qui va bien sûr rendre ça dans les vins et rendre quelque chose d'assez spirituel. Historiquement, sur le Kessler, on avait le Gewürztraminer qui se prête très bien à ce terroir gréseux, donc pur sable, et qui va apporter beaucoup de finesse et d'élégance à ce vin. On y a également introduit le Pinot Gris et le Riesling. Malheureusement, on en a qui ne sont plus en cave, mais on a commencé à étiqueter ce grand cru sous le nom de Kessler depuis 1830. Donc aujourd'hui, on a encore quelques pépites en cave de millésimes assez anciens. Je dirais que les plus symboliques seraient certainement un millésime 76 en Gewürztraminer qui nous a produit vraiment des vins merveilleux. 1976, très belle année, hein, Valérie, on peut le dire. Hein. Oui, très belle année. Ouais. Magnifique année. Votre coup de cœur à Picurien. Donc ce soir, je vous emmène en Roussillon pour une appellation Maury. Donc on est sur un vin doux naturel. Hein. C'est sur un millésimé. Donc tous les Maury ne sont pas millésimés. Là, on est sur un 2013. Hein. Le domaine, c'est une vin Calvet. C'est un vin qui est très riche en termes de gourmandise déjà au niveau du nez, puisqu'on est déjà sur des petits fruits noirs comme la mûre, la crème de cassis en fruits rouges, groseille, également sur la cerise Bigarreau, cette cerise très très juteuse. En bouche, c'est ample, c'est gourmand, c'est dense, c'est vraiment une gourmandise à lui seul. Également, toujours sur des fruits rouges et des fruits noirs, mais s'ajoutent des notes de chocolat et de caramel. Il a une fraîcheur extrême pour un Maury et une très jolie longueur en bouche. Ça va s'accorder évidemment avec du chocolat,
noire de préférence, mousse au chocolat, chocolat noir, un peu épicé, un peu poivré, mais également, plus surprenant, sur des fromages, sur des bleus notamment. Alors pas des bleus trop crémeux, hein, il faut qu'un bleu un peu sec, et également sur des vieux chèvres. Vous nous avez ramené également un objet insolite ce soir. Ce petit... Blind test. Exactement. Moussa. Petite idée de ce petit objet qui est plutôt en relation avec la cuisine qu'avec le vin. Un coquetier d'autruche. Exactement, bravo. Pas du tout. En fait, il va être très, très utile par rapport au vin que je vous ai proposé ce soir. Par exemple, pour une mousse au chocolat, il peut être utile. On fait quoi? En fait, une mousse au chocolat, on sépare les blancs puisqu'on est obligé de monter les blancs en neige. Et en fait, ce petit objet permet de séparer le jaune du blanc. Simple petite aspiration, hop, le jaune remonte, il vous reste que le blanc. Excellent. Démonstration. Démonstration, je n'ai pas de blanc d'œuf sur le plateau ce soir. Et donc il y a un trou par rapport auquel il faut qu'il remonte. Voilà, bon. Remontrez juste le trou. Voilà, c'est pour ça, c'est génial. Petit objet tout simple, ludique. Alors vous voilà, avez bien messieurs. compris, l'abus d'alcool, c'est dangereux pour la santé, à consommer évidemment avec modération, mais surtout, toutes ces informations, ces petites perles que nous propose Valérie Zago eh bien, chaque semaine, c'est sur apicurien.fr. Tout le monde restant bien en place, on parle maintenant de logement, on parle d'immobilier, on parle de tout cela avec nos invités de la CIBAR. Et évidemment, ça n'aura échappé à personne qu'il fait plutôt froid actuellement. C'est la saison du chauffage. Alors vous utilisez peut-être chez vous du fioul, du gaz, de l'électricité. Et aujourd'hui, il y a des combustibles alternatifs. Non, ce ne sont pas des cacahuètes, les amis. Ce sont des granulés de bois. Avec nous sur ce plateau, Moussa Naïd Chaban, vous faites partie du service maintenance du patrimoine à la CIBAR. Michel Siat, c'est vous qui nous avez ramené ces petits granulés qui sont ici. Vous faites partie de Siat Braun. À la CIBAR, vous, Moussa, vous avez pris la décision d'utiliser du granulé à bois pour la plupart de vos chaufferies. Pour quelles raisons ? Alors, nous avons fait ce choix depuis plusieurs années déjà pour des raisons écologiques et économiques. Écologique parce que c'est une énergie renouvelable et très peu polluante, et économique parce que c'est une énergie très peu onéreuse, dont les prix sont maîtrisés parce que non dépendants, non tributaires de la conjoncture géopolitique mondiale, comme peuvent l'être les autres énergies fossiles telles que le gaz et le pétrole. Et surtout, nous avons des équipements aussi qui nous permettent d'arriver à de très hautes performances. Donc vous dites quoi? C'est le bon choix que vous avez fait? C'est le bon choix. C'est le très bon choix. Alors justement, ces granulés, comment sont-ils fabriqués? Réponse évidemment à la scierie. Siat Braun à Urmat, vous donnerez d'ailleurs quelques détails. Après, reportage de Fanny Kunz. À Urmat, dans la vallée de la Bruche, la scierie Siat Braun est installée depuis 200 ans. Elle est aujourd'hui l'une des plus grandes scieries de France. En constante évolution, elle s'est lancée depuis 2012 dans la valorisation de produits résiduels issus du sciage, qui sont l'écorce, la sciure et les plaquettes de papeterie. Grâce au développement de son activité, l'entreprise élabore des granulés de bois pour le chauffage en résineux de la forêt vosgienne. Ce qui nous intéresse pour les granulés, ce sera les écorces et la sciure. Les écorces sont brûlées dans une chaudière pour faire de la vapeur à haute température et haute pression. Cette vapeur est utilisée pour alimenter une turbine et un alternateur pour faire de l'électricité. Et la chaleur résiduelle, au lieu de la laisser partir dans l'atmosphère, on récupère pour sécher la sciure et une partie des sciages. Et c'est cette sciure séchée qui va être comprimée pour faire les granulés de bois. Mais il faut aussi que les granulés soient constants dans le temps. C'est pourquoi la vérification de la qualité du produit est primordiale. Il faut que nous, de notre côté, sur nos outils, nous puissions garantir cette constance en analysant et en réduisant justement nos fenêtres de mesure pour pallier aux déviations et retourner le produit dans une constance et dans une qualité premium toute l'année. L'entreprise livre la majorité de ses clients dans un rayon de 200 km autour d'Urmat. Tout l'intérêt du site que vous avez visité aujourd'hui, c'est de développer un modèle qui soit vertueux, avec une matière première qui soit locale. Ensuite, un site qui transforme cette matière localement et naturellement d'avoir une zone de chalandise qui soit autour de l'usine. 50% de la production est acheminée par sac et 50% partent en vrac directement en camion. C'est ainsi que la CIBAR se fait livrer ses granulés de bois pour la chaufferie collective de la Méno notamment. Voilà, et on retrouve Michel Siat sur ce plateau. Michel Siat, comparé aux autres modes de chauffage, le granulé, c'est un combustible qui est intéressant économiquement?
Ah, c'est très net. C'est effectivement le mode de chauffage le plus économique pour le particulier et pour le petit moyen collectif. Voilà, vous aviez ramené un graphisme, mais on ne peut pas le montrer, c'est sur du papier, mais ça va être compliqué. C'est entre le fuel ou le pétrole et les granulés, ça reste celui qui est le plus rentable. On voit sur une période de 10 ans que le prix de la thermie granulée est à peu près constant. On a aujourd'hui le même prix, à peu de choses près, que ce qu'on avait en 2014. Au contraire, le fuel fait des hauts et des bas et a plutôt tendance à monter assez fortement, de même que l'électricité ou le gaz. Moussa Naïchaban, c'est un vrai argument, un vrai avantage pour les locataires des logements de la Cibar. Ça veut dire quand on a une énergie de chauffage, qui est comme le principal poste de charge, qui est aussi stable. Bien sûr, le poste charge, en termes de charge locative, le poste chauffage est le poste le plus important. Donc avoir surtout des coûts limités et surtout maîtrisés dans la durée, qui ne fluctuent pas, je le disais avant, en fonction de la conjoncture géopolitique mondiale, est très important. Ça permet aux locataires de pouvoir se projeter. Et si on peut faire des économies tout en ne polluant moins, la satisfaction ne peut être que plus grande. Alors après, si on se fait l'avocat du diable, quand on parle d'énergie renouvelable et d'écologie, c'est du bois. Ça veut dire que ça vient aussi de nos forêts vosgiennes. Est-ce qu'elles vont pas être menacées? Est-ce qu'on peut pas se poser cette question-là, Michel Siat, par un prélèvement massif, justement, pour fabriquer aujourd'hui ces granulés? C'est une très bonne question, mais la réponse est claire. On coupe chaque année moins que l'accroissement de la forêt. Les forêts sont gérées de façon durable. Et c'est notamment le cas de toutes les forêts européennes. On ne pourra pas dire ça au niveau mondial, mais au niveau européen, c'est très clair. C'est très charté? C'est très contrôlé, il y a des normes à suivre et pour l'instant, le volume forestier a tendance à augmenter et la filière bois a des opportunités fantastiques. On importe actuellement du résineux alors que... On en a chez nous, quoi. On en a chez nous. Vous avez créé l'association Alsace Granulés. C'est pour faire cocorico parce que les granulés alsaciens, c'est les meilleurs, hein? Non, les granulés alsaciens sont très bons, les nôtres notamment, ne serait-ce que parce qu'on a une belle unité et puis parce qu'il y a une équipe qui le maîtrise bien. Mais la principale raison, c'est que les essences utilisées sont 100% résineux. Et ce sont même les meilleures essences, le sapin noir, l'épicéa et le Douglas pour faire du granulé. Si on a créé Alsace Granulé, c'est pas parce qu'on a un bon granulé, mais c'est parce que c'est une filière qui est nouvelle. Et cette filière, il faut l'expliquer. Et il faut surtout que tous les maillons de la filière fassent un travail à 100%. Et l'Alsace a été la première région de France à regrouper tous les maillons de la filière dans une association pour que les meilleures pratiques soient vraiment connues et utilisées. Et on en est très fiers et on commence à être copiés. Moussa, je vais terminer dernière question avec vous. Dans les nouvelles constructions, le chauffage sera au granulé à la Cibar. C'est un choix politique, c'est un choix que vous avez fait? Ah oui, c'est une option stratégique prise par la Cibar. Dans toutes les rénovations que nous faisons, rénovation énergétique aux constructions neuves, nous mettons systématiquement du chauffage et granulés de bois. Et c'est un bon chauffage? Si nous avons fait ce choix, c'est que nous estimons que c'est le meilleur. J'imagine, en tout cas, c'est une bonne réponse. Je peux peut-être ajouter qu'on a une chance formidable en Alsace, en France, d'avoir un opérateur comme la Cibar qui n'a pas hésité à prendre des risques. La chaufferie de la Méno est un exemple de ce qu'on devrait faire dans le domaine du chauffage en réseau. C'est absolument phénoménal. Le projet pharaonique est totalement réussi. On parlait beaucoup de la Méno. Tout à fait. Voilà, avec Thomas. Merci en tout cas, messieurs. Merci Michel, merci Moussa. Thomas Pfeiffer, le fabuleux voyage de Liesele et Wolfi en Alsace sera bientôt en alsacien, si vous le voulez bien. Il faudra filer un petit coup de main comme ça, financier sur une plateforme Ulule, mais 10, 15 ou 20 euros, c'est
ce qui permet de faire après des grands fleuves, ces petites rivières. C'est ça, fait. Ouais, merci beaucoup. Merci Apicurien. Merci Valérie Zago. Toutes ces bonnes infos, on les retrouve sur votre site internet. Et merci mon camarade. Voilà, je vous invite demain matin à prendre votre téléphone et aller regarder dans la rue si vous voyez encore des poubelles jaunes et des poubelles bleues. Qui se mobilisent. Demain, nous recevrons RIM, groupe qui marche, qui cartonne véritablement. Groupe alsacien. Le rendez-vous, vous le connaissez, hein, il est quotidien. C'est tous les soirs à 19h. Merci de votre fidélité. Salut.